Juste deux petites choses. On va faire un débat là, c'est à vous, on va essayer de vous donner la parole le plus possible. Si quelques personnes ne veulent pas participer à ce débat, vous pouvez vous balader dans la salle discrètement. Voilà, donc la personne qui va animer ce débat avec Claude, c'est Monsieur Jacques Expala, un spécialiste de ce genre de choses, qui va se présenter, hein, parce que je ne vais pas te présenter, tiens. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis très content d'être ici. En plus, j'ai entendu plein de choses intéressantes. Donc, moi, je suis beaucoup moins optimiste que Claude. Hein, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais c'est important qu'il y ait le débat. Je vais vous faire parler vous. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire parler les gens. Pas sous la contrainte, bien sûr, mais de vous faire parler comme ça. Voilà. OK? Donc, moi, j'écris des livres. J'étais enseignant à 42 ans. J'ai fait 5 livres sur le réchauffement climatique, le dernier là. Donc, je travaille environ 2 heures par jour dessus. Et tout ce qui paraît en français sur le sujet, je le lis. Voilà. Donc je vois beaucoup de paradoxes. Vous verrez que les choses ne sont pas des mathématiques. C'est pas 2 et 2 font 4. Vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Mais je vais vous faire parler sur plusieurs choses. Je vais vous demander quels sont les impacts dans le monde du réchauffement climatique aujourd'hui. Et après, quels sont les impacts en France. Et vous verrez que les choses ne sont pas aussi claires et limpides que ça. Non pas que je conteste les impacts, surtout pas, au contraire. Et je suis beaucoup moins optimiste que Claude sur l'avenir. Parce que je pense que... Enfin, je travaille autant que lui là-dessus. Actuellement, tu as parlé des émissions en France. Comme tu as dit, je tutoie tout le monde, ne m'en voulez pas, hein, vous pouvez me tutoyer. Comme tu as dit tout à l'heure, et tu as très bien dit, on importe beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand tu achètes une tablette qui vient de Chine, la pollution, on la compte pour la Chine, on la compte pas pour nous. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tout à fait juste. Hein. Et ça ne vient pas de nous. Ça vient du commissariat au plan qui n'est pas le ministre de l'écologie. Tu vois, donc les écolos là-dessus, on est très clairs. Ça veut dire que notre bilan carbone, ce qu'on dégage en consommant, n'a pas bougé depuis 1990. Il a même augmenté. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment qu'on dégage moins de CO2. Tous les ministres environnementaux vous dites Cocorico, les dégagements de CO2 ont diminué. Évidemment, toutes nos usines les plus polluantes, elles partent en Chine. Et la pollution, on la compte pour la Chine, on la compte pas pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la consommation liée à notre production a diminué. Il y a 8 tonnes actuellement de gaz à effet de serre. Or, si on compte avec les importations, et tu as raison de le dire, c'est 10 tonnes 7. Et 10 tonnes 7, ça veut dire qu'on a augmenté par rapport à 90. Donc, pas besoin de crier cocorico. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas changé notre façon de vivre. On vit toujours pareil. Et comme Claude l'a très bien dit, on dit la même chose. Le secteur des transports, ben, il y a de plus en plus de gens qui prennent l'avion, tout le monde prend l'avion. Le dernier des couillons, pas le premier, mais je ne prends pas l'avion. On prend tous l'avion maintenant. Et regardez les voitures, on achète de plus en plus de voitures et on roule de plus en plus. Donc la pollution liée au transport a augmenté. Pour les logements, c'est pareil. Est-ce qu'on a renoncé à notre confort? Ben, pas du tout. On a des logements de plus en plus grands, de mieux en mieux chauffés. Comme les gens souvent sont frileux, souvent les femmes, vous ne voulez pas, souvent les femmes sont frileuses, eh bien la consommation liée, la consommation liée au logement a augmenté. Et il y a un autre secteur qui a augmenté énormément. Lequel c'est que vos gosses utilisent tous les jours? Le téléphone, ouais, bon. Mais il y a un autre truc que vos gosses, tous les jours, ils sont dessus. iPhone, ordinateur et tout, ben oui, chaque fois que tu envoies un mail et que tu mets une pièce jointe, c'est 19 grammes de CO2 que tu envoies. Le secteur robotique et informatique a explosé. Alors même si on fait des efforts pour... On te dit qu'il faut isoler. Oui, bien sûr. On te dit taux zéro. Bien sûr, très bien. C'est qu'il y a, regarde la facture. Entre 20 et 30 000 euros, qui sait qu'il y a 20 et 30 000 euros à mettre dans l'isolation? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ce n'est pas des critiques. Il faut voir derrière ce moment ce qu'il y a derrière. Donc c'est très très dur de baisser. On est à 8 tonnes à ravitaillement par an. Le gouvernement a voté une loi en 2005, après c'est vous qui parlez, il a dit qu'il faut diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre en France. La loi du 13 juillet 2016. La porte, bon, façon de parler. Diminuer par 4. Quand tu as éteint ta lumière, quand tu te couches, quand tu prends tes douches, au lieu, et tu ne restes pas une heure sous la douche, sinon, au lieu des bains, tu vois, quand tu fais attention à ton chauffage, quand tu sors, tu l'éteins, ça ne fait pas 2 tonnes. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que pour arriver à 2 tonnes par habitant et par an, il faut changer complètement de façon de vivre. Et c'est vous qui allez me dire autrement. Et est-ce que les Français sont prêts à changer complètement de façon de vivre? Je ne vous donnerai pas la réponse, voilà. Surtout que les politiques, ils raisonnent par rapport aux élections, que c'est tous les 5 ans, et qu'ils ne veulent pas prendre de mesures impopulaires avant les élections, parce qu'ils se disent, putain, si je prends des mesures impopulaires, je suis sûr d'être battu.
Vous me suivez toujours? Donc c'est très difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Alors, première question, comment on peut faire pour changer de façon de vivre, pour limiter nos émissions à 2 tonnes par habitant et par an? Je vous écoute. Tu veux le micro? Et si je te donne le mien, je pourrais... Jacques. Donne le micro à la jeune fille. Discuter. Alors moi j'ai envie de dire, je trouve que les initiatives qu'on peut prendre à notre niveau, simple citoyen, moi je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment relayées au jour d'aujourd'hui. Et je voudrais juste dire, là j'arrive ce matin du parc régional du Gâtinais, et le parc régional il participe à cette action qui est famille à énergie positive. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens connaissent, mais par exemple, voilà, tout simplement c'est une manière de faire qui justement met en avant les initiatives que chacun peut avoir et sous forme de défis. Et c'est vrai que c'est une action qui commence le 1er décembre, qui se termine le 30 avril. Il y a des éco-gestes, tout un tas d'idées que l'on peut adopter chez soi pour diminuer notre consommation d'électricité, notre consommation de gaz, de fioul, de bois, etc. Et ça, moi je l'ai appris par hasard, voilà. Et ce matin, on était hélas 6 personnes dans la salle, quoi. Donc je veux dire, bon voilà. Donc, et par contre, c'est 6000 personnes qui participent à l'échelle française à ce genre de choses, qui sont à mon avis extrêmement intéressantes parce que bon, moi je peux rien faire sur les usines en Chine, partout en Inde, etc. Mais personnellement, moi j'ai envie de faire des choses. Et je commence à faire des choses à mon niveau, dans ma rue, avec les poubelles, le tri, etc. Et je suis contente de pouvoir participer à ce genre de défi, quoi. Par rapport à l'agenda des solutions, c'était quelque chose qui était complètement négligé, même par les politiques. Et l'agenda des solutions, c'est ça, c'est prendre en compte tous les gestes citoyens, tout ce qui est associatif, tout ce qui est... L'autre. Même en termes d'entreprise, donc même si effectivement en termes de visibilité, c'est peut-être pas encore au niveau qu'on l'escompte, mais au niveau national, au niveau de la COP21, c'est représenté par l'agenda des solutions au Bourget et donc on commence à voir non plus uniquement les décideurs qui se réunissent, mais aussi toutes les personnes autour, et on commence les réseaux autour. Peut-être pas assez, mais c'est un début. Qui nous dit qui est Jacques. Je coupe un peu sur avant. Je l'ai dit chaque fois. Mais maintenant, parce que ça va pas marcher avec ça. Il y a effectivement plein de choses, et ce que je trouve génial, on va discuter la semaine prochaine, c'est qu'il va y avoir des villes, des régions, des entreprises, des chercheurs, et tout le monde va être ensemble sur 10 000 m², pour essayer d'échanger, de trouver effectivement de trouver des solutions qu'on peut mettre ensemble avec toutes ces personnes-là en marge des décisions politiques qui restent des décisions politiques mondiales. Mais peut-être que c'est une façon transversale d'essayer de se passer des décisions politiques que nous devons mettre tout le temps, et peut-être en mettant des entreprises, des citoyens, des régions et des chercheurs ensemble, peut-être qu'on va aussi trouver des solutions. Bon, vas-y. Qui est là? Juste pour rebondir sur le naturel régional du Gâtinais, pas mal d'années, on avait pris une décision à chaque fois qu'il y avait de la dépense publique, on le traduisait systématiquement dans les votes que les élus faisaient en effet sur diminution de l'émission de ça. Et à chaque fois, dans toutes ces délibérations, et il y avait un bilan de synthèse qui était fait chaque année, comment l'argent public était utilisé, pas simplement pour la bonne cause, mais aussi par rapport à cet objectif-là qui est une priorité de la charte du parc. Et il y a des
chercheur, alors en fait, toute ma présentation se base sur une présentation qui a été faite dans Micro. l'environnement par Météo Climat, Jacques. qui est une personne qui parallèle Oh, en termes national. Et puis j'ai discuté avec la personne qui me disait qu'effectivement, lui fait à titre personnel un dépouillement pareil de tout ce qui est Agenda 21. Donc il a récupéré un certain nombre d'Agenda 21 d'un certain nombre de villes pour essayer de voir effectivement qu'est-ce qu'on pouvait tirer et quelles étaient les meilleures solutions qui existaient aussi. Donc il y a aussi des choses qui se font comme ça, par des personnes comme ça qui analysent les bilans nationaux et puis qui disent bah oui, les Agenda 21 c'est quelque chose qui existe, donc du coup il y a peut-être des idées citoyennes qui sont intéressantes, et donc du coup à la galerie des solutions, il a un stand où il présente l'INDC, donc le bilan de l'INDC, et puis le bilan des Agenda 21 avec les idées novatrices et qui pour lui sont pertinentes. Même si tout est pas rose. Bon, on va pas faire un débat tous les deux parce qu'on pourrait passer des heures. Moi, je suis pas optimiste du tout, mais je vous le dis tout de suite. Ça fait 45 ans que je suis dans l'écologie. Ça fait 45 ans qu'on prend des initiatives, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est très bien, moi je ne critique pas du tout, ce que dit Claude. C'est très positif, il faut aller dans ce sens. Hein. Mais depuis 45 ans, j'ai du recul plus que toi, parce que je suis plus âgé. Hein. Et quand on voit que les dégagements de gaz à effet de serre battent tous les records, d'année en année, malgré le protocole de Kyoto, malgré tous les agendas 21 et tout, qu'il faut faire, bien sûr, ça évite que ça batte encore plus vite. Les émissions de gaz à effet de serre sont en augmentation. Vous voyez ce que je veux dire? Le taux de gaz carbonique a passé les 400 parties par million dans l'air. On a atteint un nouveau palier. La température a augmenté de 1 degré. On arrive à 1 degré cette année par rapport à l'ère industrielle. Vous voyez que si tous ces efforts suffisaient, mais moi je serais le plus content. Tout à l'heure, Claude nous a parlé d'enterrer le CO2. Ça, c'est la lubie à la mode. On va enterrer le CO2. Oui, moi, je dirais super. Ce qu'il y a, c'est un fiasco complet. Il faut vous le dire, il n'y a qu'une expérience au Canada. Et le fait d'enterrer le CO2, ça revient à 100 € la tonne. Et le prix du CO2 actuellement, c'est 7 € la tonne. Vous croyez qu'ils vont investir pour enfuir le CO2 alors que ça leur coûte 100 € la tonne? Je ne suis pas contre les progrès, tout ça. Il se trouve que toutes les expériences de géo-ingénierie qui ont été menées, pour l'instant, je suis d'accord, mais fait. Oui, pour l'instant, d'accord. Pour le moment, mettre des capteurs solaires qui rempliraient le soleil, pour mettre du fer dans l'eau, je lis tout ça, des tas d'articles, même en anglais et tout. Si c'était efficace, mais je serais le plus heureux de dire, c'est efficace, c'est super. C'est des fiascos complets, soit c'est pas rentable, c'est comme d'aller chercher du pétrole au pôle Nord, Greenpeace était battu. Hein. Finalement, ils n'ont rien trouvé, ils ont tous abandonné la recherche du pétrole au pôle Nord parce que c'était trop dangereux et la rentabilité n'était pas assurée. Alors on peut toujours rêver, on peut dire on va y arriver, on va y arriver. Réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire diviser par 4? Alors Jouzel, qui est le vice-président du GIEC, qu'on connaît tous les deux, il dit bien, il faut laisser dans le sol 80% des énergies fossiles, si on veut limiter l'augmentation à 2 degrés. Ça veut dire que c'est, dans le sol, il existe encore 5000 milliards de tonnes de CO2. Il faudrait n'utiliser que 1000. Monsieur est toujours. Hein. Il faut n'utiliser que 1000. Ça veut dire qu'on a 20 ans. On a 20 ans. Si on ne veut pas dépasser les 2 degrés, on a 20 ans. Mais en changeant de façon de vivre. Et changer de façon de vivre, mes chéris, j'allais dire. C'est ça, c'est l'adverbe moins à tous les niveaux. C'est-à-dire, je roule moins, je mange moins de viande ou je mange plus. C'est pas, on peut vivre sans manger de viande. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aller à l'école à pied, c'est se déplacer à pied, à vélo, à trottinette, c'est moins prendre l'avion ou plus le prendre, c'est prendre les transports en commun. Vous voyez, c'est une façon... Alors tous les présidents ils le disent, Chirac, Sarkozy, tous. Oui, il faut consommer, produire autrement. Oui. Puis quand ils sont au pouvoir, il faut ce qu'ils peuvent. C'est pas une critique de politique, d'abord il ne faudrait pas mieux, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que pour changer la façon de vivre des gens... Alors je prends l'exemple du taureau, comme je suis de Camargue, je prends cet exemple-là. Le taureau, il avance. Et ce taureau, c'est la publicité, la consommation. Vous voyez qu'on est envahi par la publicité, on est à Vivi, à Betty... Vous pouvez rassembler, vous sortez, vous avez la pub à la radio, à la télé, sur les murs, qui vous incitent à consommer. Et nous, on leur dit, j'en avance, il faut bien consommer. Hein. Si on veut garder la température de vie, il faut bien consommer. Quelle influence voulez-vous qu'on ait? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Le gamin, il reçoit 80% de pub, tout le jour achète le dernier iPad, achète le dernier truc. Toi, tu dis, non, ma chérie, si tu veux, il faut moins polluer, tu ne devrais pas l'acheter. C'est pas crédible. On est d'accord là-dessus. Donc le système capitaliste nous pousse à consommer. Et pour sauver la planète, il faudrait sortir de ce système et vivre sobrement, comme dit Ravi. Voilà, la sobriété heureuse. On peut être heureux en consommant moins, en ayant plus de liens, plus d'affection, plus de relations humaines,
Et pas besoin de consommer sans arrêt, d'acheter la dernière télé, le dernier iPad. Mais on est pris dans ce truc. Je ne dis pas que c'est facile, moi je suis comme vous. On est pris dans un engrenage qui nous pousse sans arrêt à consommer. Voilà. Bon, alors maintenant, vous, d'après vous, quels sont les impacts au niveau mondial du réchauffement? Et puis j'arrangerai un peu ce qu'il faut, j'arrangerai. Ça dépend. Allez-y, comme en classe. Quels sont les impacts aujourd'hui dans le monde du réchauffement? Pour le moment, en 2015. Alors, non. Alors, vas-y, parle bien, vas-y. Oui, bah, d'un côté, il y a l'augmentation de la désertification. Oui. De l'autre côté, sur les pôles, il y a les réductions drastiques des calottes glaciaires. Faux, première erreur. Ah oui, non, mais je vais corriger les erreurs parce qu'il y a plein d'erreurs dans les classes, je passe mon temps à ça. Tu viens de dire, comment c'est ton prénom? Jean. Jean, il dit, non, mais c'est pas pour embêter Jean, au contraire, moi je peux te dire. Il dit, diminution au pôle. Faux. Oui, mais c'est faux. Au pôle Nord, la banquise réduit, alors je peux vous donner quelques chiffres, je ne vais pas vous embêter avec ça. À 1979, 7,5 milliards. La banquise arctique, fondue à la fin de l'été. Il ne faut pas dire qu'elle a fondu. Elle s'est réduite à la fin de l'été. 7,5 milliards. Cette année, 4,41 milliards de kilomètres carrés. Voilà. Elle a diminué de 40%. Mais au pôle Sud, genre, la banquise arctique, elle a grandi. Ah ben si, elle s'agrandit moins que ce que perd le pôle Nord. On est d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire? Restons très précis. Baisse de la banquise arctique qui provoque de gros problèmes de jet stream et tout. Après, deuxième impact. Qui a le deuxième impact au niveau mondial? Vas-y. La montée des eaux. Ça, c'est le plus grave. Plus grave. Montée des eaux. Très très bien. Troisième impact. Allez, lâchez-vous. Alors, c'est pas diminution, c'est stagnation. C'est-à-dire, il y a moins d'augmentation. Voilà, pour l'instant. Je dis pour l'instant toujours. Je sais, mais quand tu dis bien, c'est très compliqué. On précise, passer des heures. Diminution de quoi? Non, c'est pas une diminution, c'est que alors que ça aurait dû augmenter de temps, ça augmente moins. C'est ça qui passe les rendements du riz et du blé. Ça dépend aussi. Voilà. Alors, stagnation pour le moment. Mais avec l'avenir, là je ne parle pas de l'avenir, je parle pour aujourd'hui. Quels sont les impacts aujourd'hui? Après, risque sanitaire, très bien, on verra pour la France après. Après, toi, permafrost, très très bien. Permafrost, c'est-à-dire les places gelées, les sols gelés autour de l'Arctique fondent. Et comme il y a plein de constructions dessus, des hôpitaux, même des oléoducs qui passent, ouais, tout se fissure. En Russie, regardez, ils ont eu 5000 fissures à cause de la faute du permafrost. Donc, très très important. Et avec le permafrost, c'est une réserve de carbone. Absolument. Donc, ça, c'est une source. Très juste. Après, les guerres. Eh oui, les guerres. Alors, là-dessus, je vais rejoindre. Il faut savoir que l'une des causes majeures de la guerre en Syrie, c'est le réchauffement climatique. J'accuse pas les pays. La Syrie, il faut savoir que de 2006 à 2011, il y a eu de terribles sécheresses. Les éleveurs, ils voyaient leur bêtes agoniser. Ils ont dû partir. Il y a 1,5 million d'agriculteurs et d'éleveurs syriens qui ont rejoint les villes. Plus d'un million d'Irakiens qui fuyaient la guerre. Ça fait 2,5 millions. C'est comme s'il y avait 60 millions en France d'agriculteurs et de viticulteurs qui rejoignaient. Donc ça allait dans les banlieues, mécontentement. Et le soulèvement contre Assad, je n'ai pas d'autre raison, est parti des villes où il y avait le plus d'immigrés. Voilà. Immigrés, syriens. Voilà, donc, cause des guerres. Très très bien. Mais quel est le principal risque qu'on a vécu cette année? Voilà, des températures augmentent. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Claude, température augmente. Voilà. Alors, laquelle? Alors, attention. Avant de venir, parce que comme je suis très rigoureux là-dessus, et Claude aussi d'ailleurs, c'est pas ça, on ne veut pas me raconter de bêtises, il faut être très rigoureux. Quand j'écris mon livre, je cite toutes mes références, il y en a 700. C'est-à-dire que chaque année, il y a l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, à Genève, qui publie un rapport. Et le dernier est paru hier, donc je l'ai pris. Chaque année, je le prends. Donc, attention là-dessus, le nombre de cyclones n'a pas augmenté, contrairement à ce que disent mes copains écolos souvent pour affoler, le nombre de cyclones a augmenté. Faux. Il n'a jamais été aussi bas en 2014, j'ai les chiffres, et cette année, il est à 84 de 85 la moyenne.
Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, évidemment, tout est fait, le maintien des températures, tout est fait pour que le nombre de cyclones et de catastrophes naturelles augmente. En 2014, le nombre de catastrophes naturelles était très faible aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, le nombre de cyclones n'a pas augmenté, ni la force. Bien qu'il y ait eu Pam et Patricia. Et Patricia... Voilà, ça, exact. On est d'accord sur tout, puisqu'on suit les sources sérieuses. On a les mêmes sources, il n'y a aucun problème entre nous. Mais vous voyez, je ne veux pas tomber dans le côté sensationnel pour faire peur. D'ailleurs, voilà. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'après, les gens disent, on fait plus confiance, ils racontent toujours ils aggravent. Non, il y a suffisamment de choses graves, notamment la fonte des glaciers. Voilà. Il y a un glacier du Groenland, sa fonte est très très rapide, et avec sa fonte, ça fait augmenter le niveau de mer de 45 cm. Vous me suivez toujours? Donc ça, c'est très très grave. La fonte du Groenland, on est tous d'accord. En France, la hauteur de la neige, les sécheresses, voilà. Tout ce qui est lié à la température, c'est-à-dire tout ce qui est lié au vent, pour l'instant, ça va être... Alors, la biodiversité. Oui. Alors, à quoi tu penses? Il y a des cigales à Grenoble maintenant. Oui. Alors attendez, ce que je vous propose les impacts dans le monde et après en France. Parce qu'en France, c'est ma spécialité. Donc, on parlera des moustiques tigres et des chenilles processionnaires, je peux t'en parler pendant des heures. Mais restons au niveau mondial. Après, on arrivera en France. D'accord? Alors, au niveau mondial, on a dit, quel est le gros problème majeur au niveau mondial? D'après vous, vous l'avez un peu dit tout à l'heure. On l'a vécu cette année en Europe. Eh oui, Jean, t'as raison. Les migrations. Alors, il faut savoir que ça, chaque année, il y a entre 20 et 40 millions de personnes qui quittent leur maison à cause des changements, des catastrophes climatiques. De 30 à 40 millions, ça n'est pas des années. Bon, la plupart de ces gens, ils ne viennent pas en France. Sauf cette année, pour plusieurs raisons. On a eu un déferlement de population à cause des guerres, des misères, des logements qui sont venus en Europe. La plupart du temps, quand c'est déjà du Bangladesh, ils ont leur maison qui est noyée, le gosse qui surnage sur le radeau, enfin, je vous passe tous les draps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les bidonvilles de Dakar, la capitale, dans des conditions d'hygiène, je vous laisse imaginer. Est-ce que vous croyez que les pays d'à côté les accueillent bras ouverts, venez mes chéris, on va vous faire... Pas du tout. L'Inde, ils ont fait un mur de barbelés de 4000 km de long avec des miradors et tout. Ceux qui passent, ils leur tirent dessus. Alors nous, on dit la Hongrie, oui, la Croatie, met des murs. Quoi? Ils font pareil ailleurs. L'Australie a dit non, on ne veut pas les immigrés, vous restez dehors, vous allez sur une île, on vous veut pas. Ça veut dire que ces populations seront de plus en plus massives à migrer pour des raisons diverses et climatiques. Vous allez catastropher au-dessus de l'altitude. Maintenant, la surpopulation, mais les îles sont surpeuplées. La capitale Tarawa des îles Karabakh, ils ont une densité très élevée. Moralité, ils sont menacés par la montée des eaux. Et cette montée des eaux, qu'est-ce qu'elle fait alors? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait en plus? Elle innove, d'accord. Mais qu'est-ce que ça fait? Bon. Donc on ne peut plus s'alimenter parce que, en fait, Alors, il a dit. C'est-à-dire, vous avez votre rizière, comme un canard, mais je ne vais pas parler de la France, on en parlera après. Vous avez votre rizière, l'eau, la mer salée envahit la rizière, votre riz, hop, cuit. Et, comme tu l'as très bien dit, les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques sont envahies par les eaux salées, l'eau n'est plus potable. Donc, problème très important, surpopulation, problème de l'eau. Voilà, absolument. Donc, au niveau des îles, il y a déjà des îles, par exemple Kiribati, ils ont acheté des îles aux Fidji pour que leur population vive là-bas. Parce que personne ne les veut non plus. La Nouvelle-Zélande, ils ont dit non, les réfugiés climatiques, on ne veut pas, on va rester chez vous. Personne ne veut. D'ailleurs, le statut de réfugié climatique n'est pas reconnu. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre problème au niveau mondial par rapport à ça? Très très grave. Montée des eaux, réfugiés, glaciers. Alors, au niveau des glaciers, à peu près 99% des glaciers du monde fondent. Cette année, la moyenne de fonte, c'est 1,5 m par an. Sauf, parce que quand j'écris, je suis relu toujours par des gens du GIEC ou de l'INRA, sauf les glaciers du Karakorum. Peut-être que tu le sais. Sauf ceux du Karakorum, parce que pour des raisons diverses, ils stagnent ou ils augmentent. Et ça représente très peu c'est l'Himalaya. Donc, c'est pas 2 et 2 font 4. Globalement, l'ensemble des glaciers fondent, mais dans certains endroits, ils stagnent ou même ils augmentent de tout type. Voilà. Après, au niveau mondial. Oui, c'est ça. Oui. Une affirmation, c'est la question des incendies tous les étés. Est-ce que c'est uniquement l'action de l'homme ou c'est renforcé notamment par El Niño? Je pense à l'Indonésie. Alors,
Oui, alors attends, l'Indonésie c'est différent, tu as raison. L'Indonésie c'est lié au fait qu'ils font de l'huile de palme, que nous consommons, que nous achetons parce que c'est la moins chère, en fait, tu connais ça comme moi. Donc c'est lié souvent à ça. Maintenant, le réchauffement climatique, rapport de l'ONF, ça accentue ces phénomènes-là. Comme il y a les températures augmentent, il y a plus de sécheresse, ça accentue. Maintenant, c'est très difficile pour les météorologues et les scientifiques de prouver qu'un seul événement est lié au réchauffement climatique. Alors, quelquefois, ils y arrivent. Ils ne sont pas tous d'accord. Je vois toutes les études qui parlent. Par exemple, les incendies, 10 millions d'hectares en Russie en 2010, certains scientifiques l'ont attribué au réchauffement climatique. Dans ces cas-là, ils disent, est-ce que cet incendie aurait eu lieu avec des températures moins élevées, avec moins de gaz à effet de serre? Ils font des modèles, voilà. Certains événements sont attribués à ça, pas tous. Et les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux là-dessus. Donc, ça encourage, ça amplifie ces effets, incendies, tout ce qu'a dit Claude tout à l'heure. Ça amplifie les catastrophes météorologiques. Mais on ne peut pas, un seul événement, c'est qu'il y a eu des morts à Cannes. Voilà, c'est le réchauffement climatique. On ne peut pas, à partir, c'est pas moi qui le dis, moi je dis rien. Jouzel te dit, un événement, on ne peut pas l'attribuer au réchauffement climatique. Ce sont des tendances. Évidemment, comme la mer était plus chaude, c'est la Méditerranée était à 24 en septembre. 24, 2 degrés de plus que la moyenne saisonnière. Alors comme elle est plus chaude, il y a plus d'évaporation. Donc ça accentue le phénomène. Voilà. Maintenant, si la mer avait été moins chaude, sûrement que l'intensité des orages aurait été moins forte. Mais je suis de là-bas, je peux te dire que les pluies sévères, il y en a toujours eu. Voilà. Ça va dans le bon sens, mais effectivement, on ne peut pas dire que c'est lié à ça. Par contre, effectivement, en termes de sécheresse, en termes de vagues de chaleur, là, pour le coup, il est avéré qu'il y a plus de... Il n'y a pas forcément... Les températures ne sont pas forcément plus chaudes en termes de ressenti, mais en termes de vagues de chaleur, c'est clair. C'est clair, en 2003, l'année dernière, et donc du coup, sur l'Europe, sur toutes les moyennes latitudes, il y a plus d'événements de chaleur, plus de sécheresse. La température, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment l'impact de la température qui est vraiment avéré, effectivement, comme disait Jacques, micro. Tout ce qui est vent, et d'ailleurs il y a des projets européens qui ont ciblé sur l'Europe. Micro, Jacques. D'impact sur le vent, en termes d'impact sur tout ce qui est vent, donc tempête, vent plus fort, etc., c'est le seul, c'est vraiment pas avéré. Sur l'Europe, en termes de quantité de pluie, en termes d'intensité d'orage, il y a aussi des tendances qui sont positives, même si elles sont beaucoup moins en termes de probabilité, la probabilité est moins importante, mais on a quand même des épisodes on a moins de pluie et des épisodes de pluie plus intenses sur l'Europe. En termes de vagues de chaleur et sécheresse, c'est clair. En termes de vent, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de tendance. On se complète finalement. On ira manger le soja ensemble après.